Alors, chers auditeurs, auditeurs, s'il vous plaît, je reviens, j'y parviens enfin. Alors, ensuite de la vidéo que je viens de poster tout à l'heure, donc nous allons poursuivre sur le concept. Voilà. Et voir un peu les autres concepts voisins. À savoir, la dernière fois, nous avons déjà vu les différents types de marchés publics, en particulier les marchés de fourniture, de travaux et de services de consultants. Donc aujourd'hui, je vais aborder avec vous les autres notions voisines de la passion des marchés publics. Il s'agit des délégations de services publics. Alors, par définition, une délégation de service public, c'est un contrat qui est passé entre une autorité contractante et une autre personne morale ou physique, donc, par lequel cette autorité contractante-là donne mandat à ce prestataire de réaliser ou d'exploiter l'ouvrage public dont normalement cette autorité avait la charge. Et en retour, en contrepartie, ce prestataire est rémunéré en fonction des redevances qui sont payées dans le cadre de l'utilisation de ce service public. Alors, de façon synoptique, le marché public et la délégation de services publics sont essentiellement les mêmes choses. La différence, simplement, c'est le mode de rémunération. Dans le marché public, le prestataire est rémunéré de façon immédiate, directement par l'autorité contractante, alors que dans la délégation de services publics, le délégataire, la rémunération n'est pas spontanée, la rémunération est faite à partir des, des ressources qui sont perçues dans le cadre de l'exploitation de l'ouvrage qui lui a été confié par l'autorité, par le délégant ou l'autorité contractante. Donc, sinon, les autres critères sont les mêmes. Quand on parle de critères de marché public, on a les trois principaux critères. Vous avez le critère organique, c'est essentiellement le même. Le critère matériel, c'est essentiellement le même. Mais c'est le critère, au niveau du critère onéreux, que les modalités diffèrent. Sinon, le critère, c'est le même. Il y a forcément, dans un contrat de délégation de service, il y a forcément une rémunération. Seulement, les modalités de rémunération ne sont pas les mêmes, aussi bien dans le marché public que dans la délégation de service public. Dans la délégation de service public, il y a l'ouvrage qui est confié à un délégataire, qui l'exploite, et il y a des redevances qui sont payées par les utilisateurs de cet ouvrage-là. Et c'est justement en fonction de ces recettes perçues dans le cadre de cette exploitation-là que le délégataire est rémunéré. Donc de ce point de vue, en général, la délégation de service intervient dans le cadre essentiellement de l'exploitation du service public. Quand on parle de service public, c'est sur le plan du droit administratif. C'est-à-dire que le service public, ce qui est avec ces trois principaux critères, la gratuité, la continuité et puis l'égalité. Vous voyez. Donc, on peut citer trois principaux types de délégation de service. Dans un premier temps, il y a la régie intéressée. Donc, la régie intéressée, c'est quoi? C'est un contrat dans lequel l'autorité contractante réalise les investissements de base d'un ouvrage et en confie l'exploitation à un délégataire, vous voyez, mais reste intéressé par le résultat d'exploitation de cet ouvrage-là. Pour ceux qui sont au Sénégal, je donne l'exemple le plus banal, c'est la liaison maritime Dakar-Gorée. Vous avez une liaison, il y a une liaison maritime, pour ceux qui ne sont pas à Dakar, qui sont pas au Sénégal, il y a une liaison maritime et il y a une chaloupe qui fait la liaison entre Dakar et puis Gorée. C'est environ 15 minutes. Donc, il y a une société privée justement qui est créée, à qui l'État a concédé, a donné mandat pour exploiter la liaison maritime. Mais dans ce cas de figure, l'État reste intéressé, notamment aux résultats d'exploitation, à la performance, à la rentabilité et même à la gestion. Et généralement, dans ce genre de contrat, même le responsable au premier rang de la société, généralement, est nommé par l'État central. Donc, ces domaines, c'est généralement les secteurs plus ou moins sensibles dans lesquels on ne peut pas libéraliser les tarifs de manière à créer, au risque de créer une inflation non maîtrisable. Donc, c'est ça vraiment la régie intéressée. Donc, la deuxième forme de délégation de service, c'est l'affermage.
Donc l'affermage, c'est un contrat dans lequel l'autorité contractante réalise l'investissement de base d'un ouvrage et en conflit maintenant l'exploitation à un fermier. Et le fermier, effectivement, est rémunéré sur la base de l'exploitation de l'ouvrage. Donc, généralement, le domaine de prédilection de l'affermage, c'est le domaine de l'assainissement. Par exemple, l'eau, l'assainissement, la gestion des ordures publics. Une municipalité qui signe un contrat d'affermage, par exemple, avec les ONG pour pouvoir cueillir les caniveaux, pour pouvoir gérer les ordures publiques, aller collecter les ordures dans les ménages et puis les gérer, les traiter, les détruire. Mais il est entendu que ce domaine devait être le domaine de la mairie. Dans les lois sur la décentralisation, ce sont les municipalités qui ont pour responsabilité d'assurer le nettoyage et l'entretien des espaces publics. Donc la différence ici, c'est que le risque d'exploitation est supporté par le fermier. C'est-à-dire que le fermier est responsable du risque d'exploitation. Alors que dans la région intéressée, le risque d'exploitation est plus ou moins partagé. Dans un premier temps, c'est essentiellement prestataire, mais l'État, compte tenu de sa forte implication dans le processus de gestion, là, donc le risque d'exploitation est essentiellement partagé. Donc la troisième forme de délégation de services, c'est la concession. Donc la concession est peut-être la forme la plus courante dans la délégation de services. C'est généralement toujours dans les services publics, les ouvrages. Vous voyez. Donc, dans la concession, la particularité de la concession, c'est qu'il y a deux types de concessions. Il y a des concessions dans lesquelles l'État ne fait même pas des investissements de base. Il y a des concessions dans lesquelles l'État fait d'abord l'investissement de base et ensuite concède l'exploitation au privé. Je prends l'exemple des routes. Vous avez une autoroute qui était construite, mais qui entend se dégrader. Et l'État veut reconstruire, donc signer un contrat de concession avec une entreprise qui va reconstruire la voie. Mais en retour, l'entreprise va mettre les péages pour pouvoir percevoir les redevances. Vous voyez. Tout comme s'il y a des concessions pour lesquelles l'État n'a même pas encore fait l'investissement de base. Là, c'est généralement les contrats. Bon, on n'a pas encore vu le partenariat public-privé, mais généralement, le domaine de prédilection de ces genres de contrats de concession, c'est le PPP. C'est-à-dire que vous avez un contrat entre l'autorité publique, pas forcément l'État central, avec un partenaire dans lequel l'État dit, moi, je n'ai même pas de ressources. Donc, c'est justement le prestataire ou le concessionnaire qui a la responsabilité de mobiliser au minimum 75% de l'investissement de base du projet. Donc, ça veut dire que, par exemple, dans ce genre de contrat, même l'investissement de base n'existe même pas. Parce qu'on va le voir plus tard dans les contrats de partenariat public-privé, généralement, en ce qui concerne l'offre spontanée, qui est une forme de partenariat public-privé, l'État, les offres spontanées même, c'est des besoins dans lesquels qui ne sont pas inscrits pour la plupart dans le plan triennal de l'État en question. Donc ça veut dire que ce n'était même pas une des priorités de l'État. Mais c'est le partenaire lui-même qui identifie la priorité et qui fait son offre à l'autorité centrale qui apprécie. Et l'autorité, et généralement, quand il prend le code du Sénégal, l'offre spontanée, par exemple, n'est recevable que si elle porte au moins 50 milliards de dollars et 50 milliards de CFA. Et ces 50 milliards-là, le porteur de l'offre spontanée doit démontrer ces 50 milliards-là existent dans ses livres comptables. Vous voyez jusqu'à quel point vraiment la question de concession doit être prise avec beaucoup de sérieux. Donc il y a deux cas de figure. Premier cas de figure, je prends le Bénin, le port de Cotonou. Le port de Cotonou existe déjà depuis 1960. Donc les autorités peuvent décider aujourd'hui de le mettre en concession. La particularité de la concession, entre autres, c'est que le concessionnaire apporte des investissements nouveaux. Pas uniquement l'investissement financier, mais apporte par exemple la technologie, l'innovation, la gestion, la méthode, les outils, vous voyez, l'organisation, la planification. Donc apporte de nouveaux outils, de nouveaux instruments pour pouvoir rentabiliser l'ouvrage. Donc à la fin de la concession, le concessionnaire rend toujours l'ouvrage parce que, bon, on va voir plus tard les différents types de contrats. Il y a les contrats BOT, but ou période de transfert, conception, exploitation, transfert. Ça veut dire, dans ce genre de contrat, le concessionnaire il conçoit l'infrastructure, il l'exploite, mais à la fin de son contrat, il transfère la propriété de l'infrastructure à l'État central.
Est-ce que vous voyez? Il y a d'autres contrats qu'on appelle le contrat BOO, BOO, Build, Operate and Own. Ça veut dire conception, exploitation, propriété. Donc on aura le temps, quand on sera sur le cours sur le partenariat public-privé, je vais élucider un peu ces concepts-là pour que vous voyez un peu plus en profondeur la quintessence un peu du partenariat public-privé et des différents contrats sous-jacents. Donc voilà un peu de façon synthétique ce que je peux dire sur les délégations de services. Donc en résumé, c'est que fondamentalement entre la délégation de services et le contrat de marché public, la différence fondamentale c'est le mode de rémunération. C'est tout simplement. Et entre les trois types de délégation de services, c'est l'intérêt des sanctions, c'est au niveau du risque d'exploitation. Dans la régie intéressée, le risque d'exploitation est partagé. Dans l'affermage, le risque d'exploitation est à la charge du fermier. Et dans la concession, le risque d'exploitation est à la charge du concessionnaire. Et là, je précise qu'il y a deux types de concessions. Il y a une concession dans laquelle l'autorité contractante fait les investissements initiaux. Il y a des contrats de concession dans lesquels même les investissements initiaux et ex-post sont assurés par le concessionnaire. Donc je vous remercie de votre attention. Merci.